Tout le monde au poste de combat. Après avoir reçu la médaille d'honneur, un commandant de sous-marin américain revient contre toute attente pour une dernière patrouille. Il repousse les limites de la guerre sous-marine pour donner un rôle plus important aux sous-marins américains dans une potentielle invasion des îles japonaises. C'était quelqu'un de très agressif. Il était prêt à tout pour affaiblir son ennemi, y compris à prendre des risques invraisemblables pour y parvenir. Et il est bien décidé à partir sur un coup d'éclat. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les armes sous-marines permettent aux soldats de combattre sous les flots. Avec ruse, force et ténacité, leurs ennemis contre-attaquent. Révolutionnaires, mais parfois primitives, ces batailles acharnées pourront changer le cours de la guerre. Leurs histoires sont légendaires. « 23 janvier 1945. L'USS Barbe se faufile dans des eaux extrêmement peu profondes. 27 mètres. Ils avancent en surface vers le port de Namquan, en Chine occupée. 24 mètres. 21. Après plusieurs semaines de patrouille, il leur reste encore 12 torpilles. 18 mètres. Pour compenser les hauts fonds, le capitaine ordonne que les ogives soient hissées à une profondeur de moins d'1 mètre. Avant la guerre, personne n'aurait imaginé une telle manœuvre. Certains officiers de sous-marins suggéraient bien d'opérer en surface de nuit, mais ils étaient très vite considérés comme des idiots. 12 mètres. Un nouveau membre d'équipage est inquiet de cette situation. Capitaine. Le capitaine du Barbe, le commandant Eugène Flucky, est un vétéran. Il servait déjà à bord de sous-marins avant le début de la guerre. L'équipe du kiosque guette les alentours, aidée par le radar qui leur fournit des informations. Capitaine, le port est plein de navires à 10 000. Le radar révèle un groupe de 30 navires disposés en 3 lignes et ancrés à environ 450 mètres l'un de l'autre. Tout le monde au poste de combat. Flucky doit exécuter son plan avec soin. L'équipage calcule que le groupe de navires constitue une cible large de 3800 mètres. Ils préparent une volée de torpilles dans l'espoir d'atteindre plusieurs navires. Après l'attaque, ils devront reculer de 19 000 par les mêmes hauts fonds. Torpille 1, torpille 2. Ils tirent des torpilles à une distance d'environ 3100 mètres. Torpille 3, torpille 4. À droite toutes. En un clin d'œil, ils lancent leur torpille arrière et se positionnent pour fuir rapidement. Torpille 7. Torpille 8. Torpille lancée, trajectoire droite. Au son des grosses explosions, Flucky et l'équipage pensent avoir coulé 3 voire 4 navires et en avoir endommagé 3 autres. Les espions sur place confirmeront plus tard les résultats de l'attaque. C'est un fait de guerre remarquable, surtout en janvier 1945. Pour les Américains, ça a été à double tranchant. D'un côté, leur campagne a été un succès, ils ont coulé beaucoup de navires, mais il ne leur restait plus grand-chose à couler. Et beaucoup de sous-marins sont revenus à Pearl Harbor et Midway sans avoir lancé toutes leurs torpilles. L'agressivité des sous-marins en 1943 et 1944 les met au chômage technique. À ce stade, les Japonais avaient perdu environ 4 millions de tonnes de marchandises. La situation devenait désespérée. Pas un seul pétrolier ne parviendra à gagner les îles japonaises après mars 1945. Les efforts de Flucky sont payants. Quand l'USS Barbe rentre en Californie pour une révision, la moitié de l'équipage se voit accorder un congé d'1 mois. Flucky est convoqué à Washington, D.C., où il reçoit une médaille d'honneur, la plus haute distinction de l'armée américaine. Elle vient s'ajouter aux croix de la marine et aux citations présidentielles obtenues lors de précédentes patrouilles.
Mais les hauts gradés de la marine hésitent désormais à envoyer en patrouille un titulaire d'une médaille d'honneur, de peur qu'il ne revienne pas. Lockwood a d'abord approuvé la 5e patrouille de Floki parce qu'il admirait beaucoup les succès qu'il avait obtenus. Mais il a commencé à avoir des doutes. Les psychiatres disaient que c'était une mauvaise idée. Il tente d'affecter l'USS Barb à une zone de patrouille sûre, à l'abri du danger. Mais Floki veut tester certaines idées sur lesquelles il a travaillé. Avant même d'être désigné commandant, il avait réfléchi à de nouvelles idées pour les sous-marins, parmi lesquelles le bombardement des rivages, les attaques à la roquette et les sections d'abordage. Lockwood finit par céder. Il prend conscience que les idées du commandant Floki sur l'emploi des sous-marins pourraient constituer un nouveau créneau pour la force sous-marine. Juin 1945. La bataille d'Okinawa se poursuit, au sud des côtes japonaises. Personne ne sait vraiment combien de temps la guerre va encore durer. Le commandant Floki et son équipage s'élancent de Pearl Harbor pour la 12e patrouille de guerre de l'USS Barb. Et Floki ne tarde pas à prouver qu'il n'a rien perdu de ses talents. Il parie avec un membre d'équipage qu'ils couleront 15 navires au cours de cette patrouille. Mais à ce stade de la guerre, il est même difficile de trouver 15 bâtiments toujours en activité. Monsieur, un message. En chemin, Floki reçoit un message de Lockwood. Il contient l'ordre de faire diversion le long de la côte est du Japon pour attirer les patrouilles aériennes et de surface japonaises loin du détroit de la Pérouse. Un groupe de 9 sous-marins américains doit parvenir à s'échapper des eaux japonaises. Le détroit de la Pérouse sépare l'île d'Hokkaido et le reste du territoire japonais du sud de l'île de Sakhalin. La marine impériale japonaise y faisait stationner des frégates en permanence. La mission de l'USS Barb sera de faire diversion pour détourner l'attention des navires japonais. Floki se lance vers la côte est du Japon à vitesse maximale, prêt à semer le trouble. L'USS Barb est équipé pour une campagne de harcèlement comme aucun autre sous-marin avant lui. À l'aide de ses 2 canons de pont, il annonce sa présence en coulant 2 lougres, de petits bateaux utilisés dans les eaux côtières. Feu! Feu! Après les avoir coulés, il longe la côte en direction du sud. Floki était conscient que les Japonais manquaient de ressources. En attaquant à plusieurs endroits de manière rapprochée, il serait contraint de se disperser encore plus. Mais la fuite de Floki va provoquer chez les Japonais des mouvements de troupes imprévus. L'offensive du Barb a bloqué la navigation entre Hokkaido et Sakhalin pendant plusieurs jours. Elle a aussi conduit à déplacer des forces armées vers le sud, de Sakhalin à Hokkaido, en vue d'une invasion américaine sur le continent japonais. Après avoir frappé le long des côtes, Floki se dirige de nouveau vers le nord pour attirer les navires de guerre japonais hors du détroit de la Pérouse. 22 juin, 2 heures après minuit, l'USS Barb se faufile dans le port de Chari pendant que la ville de 20 000 habitants dort. Des usines sont installées sur les rives. Les détruire porterait un coup terrible à l'industrie japonaise. À bord de l'USS Barb, l'équipage prépare une attaque jamais vue encore. Floki a prévu de frapper le port avec des roquettes à grande puissance, armées d'ogives explosives. Originellement conçues pour être tirées depuis des avions de chasse, ces roquettes ont également été tirées depuis des barges de débarquement lors de l'attaque d'Okinawa plus tôt dans l'année. Mais aucun sous-marin n'a encore jamais lancé une attaque en tirant des roquettes depuis son pont. Il positionne le Barb à 4300 mètres du rivage et vise la ville. À 1h50, Floki donne l'ordre de charger les roquettes. Saunders, en charge des roquettes, déploie le lance-missile et y charge 12 roquettes. Sous le pont, d'autres préparatifs sont en cours. Floki savait que le moral est un élément important dans un sous-marin. Il faut savoir tenir lors de très longues patrouilles dans des conditions très exiguës. Il avait pour tradition de stocker de la bière dans la douche des officiers, de manière à pouvoir récompenser son équipage après une attaque réussie.
Les sous-marins américains étaient censés être sans alcool. Mais Flucky contournait les règles parce qu'il savait que le moral était plus important encore. Flucky s'est battu pour étendre le rôle des sous-marins au-delà de l'attaque de navires marchands. Il va bientôt savoir si son plan se terminera par un soupir ou par un boom. Juin 1945. À l'extrémité nord de l'île japonaise d'Hokkaido, un commandant de sous-marin américain prépare une attaque inédite. Les attaques à la roquette depuis un sous-marin n'avaient encore jamais été tentées. La marine américaine commençait tout juste à installer des roquettes sur les navires de surface. Alors sur un sous-marin, c'était une première. Chaque roquette à rotation stabilisante mesure 90 cm de long, tête, moteur et fuselage compris, et embarque plus de 4 kg de TNT. Le lanceur peut déclencher à un angle de 30, 35, 40 ou 45 degrés. La charge utile de 12 fusées tombe dans le magasin sous l'effet de la gravité. Tirez les roquettes! Une explosion de lumière blanche illumine le pont lorsque les 12 roquettes décollent, avant de disparaître dans le ciel de la nuit. Le silence est rompu par le tonnerre des explosions. Et l'USS Barbe s'éclipse incognito, avant que les forces ennemies n'arrivent sur les lieux. En route vers le grand large, Flucky et son équipage fêtent leur succès. Alors que l'USS Barbe fait route vers sa prochaine cible, le commandant Flucky reçoit un message du quartier général qui leur confirme leur succès. 3 destroyers japonais ont quitté la Pérouse pour mener des recherches sur la côte nord d'Hokkaido. Plus important encore, la destruction semée par le Barbe a attiré toute l'attention de l'ennemi. Alors que les navires japonais recherchent Flucky et ses hommes, l'autre groupe de sous-marins américains en profite pour s'échapper à la surface et franchir le détroit de la Pérouse. La diversion de Flucky a été efficace. Dégagez le pont! Mais maintenant, tous les navires de guerre et avions japonais postés dans la région sont à la recherche de l'USS Barbe. 2 jours plus tard, en mer d'Okhotsk, au nord du Japon. Nous sommes en juin, mais le climat est tout sauf doux. Ils étaient très au nord, près de l'Arctique. Ça avait beau être l'été, ils portaient des parkas, des pulls et des manteaux à chaque fois qu'ils sortaient sur le pont. Ils se déplacent lentement, à travers les champs de glace brisés. Après des jours à ne repérer rien d'autre que la faune, la flore et les icebergs, une vigie détecte un mouvement sous le niveau de l'horizon. Après un moment, l'équipage comprend que cette vision n'a aucun sens. Flucky vérifie lui-même. Et il a vu un mirage, chose commune dans l'Arctique, causée par des inversions de température qui créent une réfraction atmosphérique. Des objets qui devraient être trop loin pour être vus peuvent apparaître au-dessus ou en dessous de l'horizon, voire même inversés, comme dans un miroir de fête foraine. Après une observation attentive, ils se rendent compte que ces formes minuscules sont un convoi. Ils aperçoivent même de petites vagues soulevées par les proues. L'équipage estime que ces navires se trouvent à plus de 40 km et ils commencent à les suivre. Le convoi se dirige vers le sud, dans des eaux peu profondes que les marins surnomment la ligne des 10 brasses. Tant qu'il restait dans la ligne des 10 brasses, il était très difficile à approcher et à attaquer. De jour, ils longeaient la côte et de nuit, ils se terraient dans les ports pour que les Américains éprouvent les pires difficultés à les attaquer. Les Américains ne pouvaient clairement pas plonger suffisamment pour échapper aux attaques en profondeur. Flucky connaît les risques, mais cette cible est trop tentante et il décide de la poursuivre. Vers 19h, il s'avance vers le convoi. Mais les journées sont très longues dans le nord et la pleine lune se lève. Flucky sait qu'il sera vite repéré. Il fait plonger le Barbe à profondeur de périscope et commence à s'approcher à grande vitesse. L'équipage charge dans les tubes 9 torpilles électriques Mark 21 et une torpille électrique Mark 28.
Tout le monde au poste de combat. À cette distance, l'équipage du Barbe identifie les navires qu'il traque. Le convoi comprend 2 cargos moyens, un plus petit transporteur ainsi que leurs escortes. L'équipage identifie l'escorte. C'est un destroyer Teruzuki. Les Teruzuki appartiennent à la classe Akizuki et sont bardés d'armement. Les conditions semblent idéales pour une attaque sur le convoi. Mais le convoi vire brusquement vers l'ouest pour s'abriter près du rivage. Le Barbe perd sa fenêtre de tir. Rentrez le périscope. Les navires sont hors de portée. Flucky se déplace vers l'avant pour tenter de positionner le Barbe pour une attaque le lendemain, lorsque les navires ressortiront en eau plus profonde. Le lendemain matin, juste avant 8 heures, il repère de nouveau le convoi. Très vite, un avion de patrouille maritime apparaît. L'avion anti-sous-marin repère parfaitement la coque grise du Barbe dans les eaux peu profondes. Il le prend pour cible en lâchant 2 bombes aériennes. Sous pression, la coque crisse, des ampoules éclatent. Le Teruzuki abandonne le convoi et se joint au combat. Il lance des grenades anti-sous-marines et contraint le Barbe à aller trouver refuge en eau plus profonde. Alors que le Barbe atteint une profondeur de 36 mètres, les lanceurs latéraux du Teruzuki envoient des grenades anti-sous-marines selon un schéma très particulier. Elles sont détonnées au-dessus, en dessous, à la poupe et à bâbord, et explosent tout autour d'eux. Les Japonais veulent à tout prix faire passer leur convoi de ravitaillement. S'ils parviennent à couler l'USS Barbe, leur précieuse cargaison sera sauve. 27 juin 1945. L'USS Barbe est attaquée au large d'une île isolée du nord du Japon. Le commandant Eugène Flucky doit trouver un moyen d'échapper à l'escorte du convoi. Il se faufile dans des eaux plus profondes, espérant dissimuler le sous-marin à la vue de l'avion qui les survole. Flucky espère aussi éviter les grenades anti-sous-marines. Et il dispose d'une nouvelle technologie qui pourrait l'y aider. Un localisateur de grenades anti-sous-marines qui utilise un sonar pour déterminer la provenance des explosions. Des hydrophones, microphones sous-marins, sont installés à l'extérieur du navire, à tribord, à bâbord, à l'avant, à l'arrière, un au-dessus et 2 en dessous. Lorsqu'une grenade sous-marine explose, les hydrophones les plus proches détectent l'onde de choc les premiers. Ils activent un moniteur à l'intérieur du sous-marin. L'équipe du Barbe repère les schémas de largage des grenades et utilise ces informations pour s'échapper. C'est la fin de l'attaque. Plus tard dans la matinée, le Barbe fait demi-tour pour maintenir le contact avec le convoi tout en essayant d'échapper à sa protection aérienne. Mais les forces japonaises restent sur le qui-vive et l'avion contraint constamment le Barbe à replonger. Le lendemain, le Barbe est toujours cloué dans les profondeurs par les patrouilles aériennes et les navires d'escorte. Flucky espère trouver une autre fenêtre de tir sur le convoi, et plutôt que de s'échapper en sécurité, il reste dans les profondeurs. Le Barbe, sous-marin de classe Gato, ne peut rester en profondeur que pour une durée limitée. Sous l'eau, les moteurs électriques fonctionnent sur batterie et ne peuvent être rechargés qu'à la surface. L'oxygène peut également venir à manquer. Les membres d'équipage non indispensables sont confinés dans leurs couchettes pour réduire au minimum la quantité d'air respiré. Après 18 heures d'affilée, à la nuit tombée,
l'USS Barbe peut enfin refaire surface et on ouvre les écoutilles pour renouveler l'air. L'équipage peut respirer et entamer la recharge des batteries. Le 29 juin, vers 13 h, l'USS Barbe se trouve enfin assez près du convoi pour passer à l'action. Floki se déplace en eau peu profonde pour une attaque. À vos postes de combat. Une nouvelle fois, le Teruzuki se tourne face à l'USS Barbe et un avion anti-sous-marin tourne à proximité de sa proue. Floki doit se défaire du destroyer pour s'approcher assez près du convoi et pouvoir l'attaquer. Alors qu'il se prépare à tenter un tir fatal contre la partie la plus étroite du navire, Descendez le périscope. 5 grenades anti-sous-marines larguées depuis l'avion viennent le secouer. Sortez le périscope. Floki décide d'ignorer les bombes et lance son attaque. Mais le sonar signale que la torpille n'a produit aucun son. Elle a manqué sa cible. C'est pas vrai. Floki prépare un nouveau tir. Torpille 7. Torpille 8. Ces nouvelles torpilles sont tirées trop profond et passent sous la quille du navire. Le Teruzuki vient se placer directement au-dessus du Barbe. Descendez le périscope. Accrochez-vous. Une autre volée de 8 grenades anti-sous-marines s'abat sur eux. Les explosions secouent le sous-marin. Floki parvient malgré tout à tirer une nouvelle torpille. Le sonar indique à nouveau le silence. La torpille a manqué sa cible. Floki refuse de renoncer. Il prépare une autre volée de torpilles, mais ne peut pas les lancer. Le sous-marin est ébranlé par une nouvelle série de grenades anti-sous-marines. Floki est déterminé à couler le navire et veut s'en approcher au plus près avant de tirer sa prochaine salve pour être sûr de l'atteindre. Il sait que la torpille a besoin de 550 mètres pour s'armer. Le navire approche de leur position et Floki attend jusqu'à la toute dernière seconde pour tirer. Torpille 1. Il lance une nouvelle salve de torpilles vers la coque. Une nouvelle fois, toutes les torpilles passent sous le Teruzuki. C'est pas vrai. Encore raté. Descendez le périscope. Le Teruzuki largue un nouveau barrage d'explosifs. Le commandant Floki se trouve dans une situation désespérée. L'échec de ses torpilles le contraint à chercher une manière de s'échapper. L'USS Barbe est attaqué et piégé dans des eaux peu profondes. Il ne lui sera pas facile de s'éloigner. Floki n'a qu'une option, un leurre. Il existe différentes manœuvres pour tenter d'échapper au faisceau d'un sonar. Vous pouvez par exemple essayer de créer un faux sous-marin qui attirera l'attention du sonar et vous permettra de quitter la zone. Pendant la Seconde Guerre mondiale, différents types de leurres ont été inventés qui produisaient un écho similaire à celui d'un sous-marin. Floki ordonne à l'équipage de larguer les leurres mécaniques du navire, créant ainsi un petit nuage de bulles. En avant toutes pendant 40 secondes. Puis barre à droite toutes. Dans une tentative désespérée de quitter les lieux vivants, l'USS Barbe entreprend une série de virages serrés tout en éjectant des leurres qui émettent des sons puissants et des bulles. On s'arrête. Gouvernail à gauche, 1 minute.
Les manœuvres de Fluky leur permettent finalement d'échapper aux escortes et de fuir vers le large. L'escarmouche a duré plusieurs jours. 9 torpilles ont été tirées, sans succès. L'USS Barb a subi 14 tirs de barrage d'au moins 44 grenades-bombes et grenades anti-sous-marines. Ils sont chanceux de s'en tirer en vie. Fluky avancera plus tard que les torpilles ont manqué leur cible parce qu'ils se trouvaient en eau trop peu profonde. Sortez le périscope. Ce qui est intéressant avec le Barb et avec Fluky, c'est qu'il incarne en quelque sorte l'image du capitaine de guerre hyper agressif. C'est exactement le type d'homme qu'il fallait placer à la tête de ces navires, qui étaient atrocement dangereux. Les risques étaient terriblement élevés. Et cet homme, avec son agressivité et sa volonté de tout faire pour affaiblir l'ennemi, était prêt à prendre des risques incroyables pour y parvenir. Quatre jours plus tard, le Barb aperçoit un autre navire. Le petit cargo côtier zigzag, et Fluky décide d'essayer l'une de ses torpilles à tête chercheuse. Après l'attaque frustrante sur le Teruzuki, Fluky a fait placer 4 caisses de bière dans la glacière pour se porter chance. L'USS Barb tire sa torpille autoguidée. Qui atteint sa cible. Dans le mille. Fluky ordonne au Barb de remonter à la surface. Le cargo coule rapidement. Le Barb est entouré de débris du bateau, ce qui donne une idée à Fluky. Il ordonne à une petite équipe de monter à bord du cargo en train de couler afin d'y récupérer tout document pouvant fournir des renseignements sur la situation dans la région. En consultant certaines de ces cartes, ils se rendent compte qu'ils ont touché le jackpot. Les meilleures cartes de la région dont dispose le Barb sont vieilles de plusieurs décennies. Les cartes japonaises sont beaucoup plus récentes. Plus important encore, ils peuvent identifier les champs de mines installés par la marine japonaise. Entre le 29 juin et le 18 juillet, Fluky utilise tout son arsenal de roquettes, de canons de pont et de torpilles. Ils coulent un cargo, détruisent une station de communication, une caserne de l'armée et une ville-usine qui fabriquait des missiles. En face, aucune réponse militaire, et ce pour une très bonne raison. Après la chute d'Okinawa le 21 juin, la guerre est entrée dans une nouvelle phase. Le gouvernement japonais et le quartier général impérial ont commencé à rassembler toutes leurs ressources et leurs actifs en vue de l'invasion américaine. La consigne était, quoi qu'il se produise, pas de réponse militaire. Ils savaient que les sous-marins américains étaient là, mais ils les ont laissés faire. Les rapports de l'armée japonaise sur les attaques parviennent à Lockwood, qui demande à son tour un rapport sur les activités du Barb. Le commandant Fluky rompt le silence radio et transmet son rapport. Les hauts gradés de la marine le partagent à leur tour avec les autres capitaines de sous-marins. Les sous-marins ont reçu des rapports de la force sous-marine du Pacifique sur les réussites du commandant Fluky. Il était déjà célèbre. Il avait reçu la médaille d'honneur. Et ça ne fait qu'ajouter à sa légende. Mais Fluky n'en a pas terminé. Plutôt que de se reposer sur ses lauriers, il continue de mener des offensives. Il souhaite mettre en application une nouvelle idée qui le fera entrer dans la légende. « 18 juillet 1945. L'USS Barb se trouve au large de la côte est du nord du Japon. Le commandant Eugène Fluky envisage une cible inhabituelle pour un sous-marin. Après étude des cartes et de ses propres observations, il a remarqué que des trains circulaient le long des côtes de l'île de Karafuto. Les infrastructures de l'île étaient moins développées que celles des îles principales. Le chemin de fer qui longeait la côte était pratiquement le seul moyen de transporter des marchandises du sud vers le nord et du nord vers le sud. Fluky décide de prendre pour cible le train et les voies ferrées pour faire un maximum de dégâts sur l'effort de guerre japonais. Mais pour être aussi précis, il faudra plus que des canons de pont et des roquettes. Les membres d'équipage devront débarquer et installer des explosifs sur le sol japonais. Le commandant Fluky disposait d'explosifs à bord du sous-marin, déclenchés par minuterie. La minuterie pouvait poser problème, parce qu'il ne connaissait pas l'heure de passage du train. Il a aussi compris qu'une détonation télécommandée ne fonctionnerait pas, car elle imposerait d'abandonner quelqu'un à terre.
Pour faire sauter le train et les voies ferrées, Flucky va devoir trouver une autre solution. Quand il a compris ces difficultés, il a demandé l'avis de son équipage. Et l'un de ses électriciens, Hatfield, a eu une idée intéressante. Billy Hatfield sait comment déclencher le chaos. C'est un descendant direct de la fameuse guerre des familles Hatfield et McCoy. Hatfield avait travaillé dans les chemins de fer en Virginie occidentale et il savait que le passage d'un train provoquait un affaissement des rails. Il a proposé de disposer un micro-interrupteur en dessous des rails qui déclencherait la détonation. Le plan est novateur. Ils utiliseront l'une des charges de sabordage de 25 kg que chaque sous-marin transporte dans le cas où il faudrait le détruire pour éviter qu'il ne tombe entre des mains ennemies. Hatfield fabrique un micro-interrupteur qui déclenchera le circuit explosif et l'installe sur un bloc de bois. Il fonctionne ainsi. Le micro-interrupteur et la charge de sabordage sont reliés à une batterie. Au passage du train, le léger affaissement du rail devrait enfoncer le micro-interrupteur et fermer le circuit, déclenchant ainsi le détonateur et l'explosion. Quatre nuits durant, il se prépare, observant le train et espérant un changement climatique. Le commandant Flucky attendait une nuit nuageuse. On était quasiment en période de pleine lune. C'est bien pour les amoureux, mais pas pour les forces débarquées à terre. En attendant le retour des nuages, il en a profité pour former l'équipage au maniement des armes, du matériel et des outils dont ils allaient avoir besoin. Ils ont fabriqué certains outils, en détachant des plaques de leur pont pour en faire des pelles et des pioches. Le 22 juillet, après 4 nuits à la lumière de la Lune, le baromètre chute et quelques nuages s'installent. Comme pour les autres missions, il commande 4 caisses de bière qu'il place dans la glacière. À 900 mètres de la plage, le barbe s'arrête et déploie les canaux. Mais le ciel est couvert et la visibilité est mauvaise. Ils ont débarqué un peu plus loin que prévu, et au lieu de la plage visée, ils se sont retrouvés dans le jardin de quelqu'un. Ils ont entendu un chien et une lumière s'est allumée. Évidemment, ça a créé un peu de stress. À bord du sous-marin, Flucky et l'équipage ne peuvent que présumer que les saboteurs ont débarqué en sécurité. Ils ont pu contourner la maison sans être détectés, mais se sont retrouvés dans un champ de joncs. Par le périscope, on aurait dit des herbes hautes, et en se frayant un passage, il faisait beaucoup de bruit. Les hommes atteignent enfin la voie ferrée et 3 guetteurs se déploient. Pendant ce temps, 3 hommes ont creusé dans les pierres à l'aide des outils fabriqués à bord. Mais il faisait beaucoup de bruit. À un moment, le machiniste John Marcusson leur fait signe d'arrêter. Marcusson pensait qu'il y avait un château d'eau à l'extrémité de la voie ferrée. Mais il s'agissait en fait d'une tour de garde qui était en activité. Et comme ils faisaient trop de bruit avec leurs pelles et leurs pioches, ils se sont mis à creuser avec les mains. Mais alors qu'ils n'ont pas encore fini de creuser, une locomotive lancée vers le nord sort de l'obscurité et fonce dans leur direction. Ils ont plongé pour se mettre à l'abri au tout dernier moment. Au moment du passage du train, le mécanicien sortait la tête par la fenêtre. Ils étaient certains d'avoir été détectés. Après le passage du train, les hommes se remettent à creuser. Ils doivent faire de la place pour la bombe et ses batteries.
L'étape la plus critique et la plus dangereuse de toute cette opération était de connecter le micro-interrupteur aux explosifs. Ça préoccupait beaucoup le commandant Flocky. Avant l'opération, il a demandé à l'équipe de saboteurs de se tenir à l'écart de la zone, lorsque Hatfield s'occuperait de la connexion. Mais au lieu de cela, ils se sont tous rassemblés autour de Hatfield pour monter la garde ou superviser son action. Une fois la bombe branchée, les saboteurs retournent vite à leur canot. L'équipe fait signe qu'elle quitte la plage. C'est eux. Le sous-marin s'est rapproché très près du rivage. Mais pour un équipage non entraîné, le déplacement en canot est très difficile. 1h45 du matin, une traînée de fumée blanche apparaît soudain le long des rails. Ce train se dirigeait vers le nord, avec à son bord du personnel militaire, et il est arrivé bien plus tôt qu'il ne l'aurait souhaité. « 23 juillet 1945, Karafuto, nord du Japon. Un sous-marin américain, l'USS Barb, s'engage dans une opération inédite. Un commando est formé et pour la première fois, un équipage de sous-marins attaque un train. Mais pendant qu'il se retire, un train fonce à pleine vitesse en direction de l'engin explosif qu'ils viennent juste d'installer. À son approche, ils ne peuvent plus que s'arrêter et regarder. Le rapport du Barb indique que l'épave du train a été projetée à 60 mètres de hauteur. Et je pense que c'est vrai. En a découlé à l'évidence un gros incendie et beaucoup d'explosions secondaires. Ça a dû être assez spectaculaire. Quand ils ont vu cette explosion, qu'ils en ont senti les vibrations, le temps s'est arrêté. Ils se sont figés, pris par cette sensation. Puis la réalité les a rattrapés. Ils se sont remis à ramer. Le commandant a commencé à manœuvrer le sous-marin pour repartir. Les saboteurs sont de retour. Ils s'empressent de remonter à bord du Barb et le sous-marin disparaît dans l'obscurité. De retour en mer, l'équipage célèbre son triomphe historique. Du point de vue de Flocky, à la lecture de ses rapports de patrouille, on découvre qu'il privilégiait l'offensive par-dessus tout. Et il prenait cette guerre à un niveau très personnel. Il voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour affaiblir les Japonais. Et comme il ne restait plus assez de navires à couler, alors il fallait amener la guerre sur le terrain des Japonais. Et il l'a fait. Rentrez le périscope. Des rumeurs sont parvenues à Lockwood, qui souhaite être tenu informé des plans du Barb. L'amiral Lockwood voulait un nouveau rapport du Barb, mais le commandant Flocky a hésité à lui en envoyer un, car la partie logistique du rapport aurait indiqué qu'il n'avait plus de torpilles. À court de torpilles, le Barb reçoit l'ordre de rentrer immédiatement à la base. Sortez le périscope. Mais Flocky n'est pas encore prêt à mettre fin à sa patrouille. Comme il s'y attendait, le commandant Flocky a reçu l'ordre de rentrer à la base. Il a décidé de revenir par un itinéraire qui lui permettrait de faire autant de dégâts que possible. Il s'est lancé dans une série d'attaques à la roquette et au canon le long de diverses installations à terre. Et finalement, après avoir épuisé toutes ses munitions et toutes ses torpilles, il n'avait toujours pas pu couler le moindre navire. Il choisit donc de tenter d'en percuter. Flocky coule les 15 navires dont il avait besoin pour remporter son pari.
Le 2 août 1945, l'USS Barbe rentre à la base. À son entrée dans le port, tous les yeux sont rivés sur ce sous-marin, entré dans la légende. Le Barbe est rentré à Midway, drapeau de combat au vent, avec tous les ajouts récents, y compris le train, mais également une série de fanions qui représentaient tous les sampans qu'ils avaient détruits au cours d'un bombardement du rivage. Le capitaine de corvette Cornelius Callahan se tient sur la jetée, prêt à prendre le commandement de l'USS Barbe pour sa prochaine patrouille. Mais cette patrouille n'arrivera pas à son terme. 4 jours plus tard, une bombe atomique est larguée sur Hiroshima. Une semaine plus tard, le Japon capitule. La guerre est finie pour le Barbe et son équipage. Le commandant Floki et son équipage ont remporté un nombre incroyable de récompenses. En plus de sa médaille d'honneur, il compte 6 croix de la marine, 23 étoiles d'argent, 23 étoiles de bronze, une citation présidentielle, une Navy Unit Commendation et un grand nombre de récompenses individuelles. Malgré toutes ces médailles, il en reste une que l'équipage de Floki n'a jamais reçue. La plus grande fierté du commandant Floki est que son équipage n'a jamais reçu de Purple Heart. À savoir qu'aucun de ses marins n'a jamais été tué ou blessé par l'ennemi sous son commandement. Un autre sous-marin portera le nom d'USS Barbe après la guerre. Eugene Floki continuera à servir dans la marine. Il sera promu contre-amiral en 1960 et à ce titre supervisera le développement du programme de missiles balistiques à bord des sous-marins. Ces attaques à la roquette étaient inédites et nos technologies actuelles sont dans cette lignée. Le commandant Floki a reçu la médaille d'honneur pour la 11e patrouille de guerre du Barbe. Mais c'est surtout sa 12e patrouille qui a marqué les esprits des équipages de sous-mariniers. Le fait qu'il envoyait ses marins à terre pour faire sauter un train les a fait entrer dans la légende. Floki a imaginé, puis mis en œuvre de nouvelles façons de combattre à bord d'un sous-marin.